Et bonjour, bienvenue sur la troisième vidéo consacrée à l'économie. Donc je vous rappelle que c'est un cours pour débutants. Voilà, le principe c'est qu'on progresse tranquillement pour bien comprendre les choses. Et à chaque vidéo, eh bien, on rajoute des notions complémentaires et on avance ensemble. Alors aujourd'hui, on va parler de la dette. Je fais toujours un petit rappel sur la vidéo précédente pour bien ancrer les choses. On avait parlé du PIB bien sûr, donc le PIB, je rappelle brièvement, donc c'est combien on produit en général dans un pays, mais ça ne dit rien dans quelle direction ça s'est fait. Oui, il y a des plantes, je vous montre des plantes qui progressent, mais la plante a pu pousser sur le trottoir, hein, c'est-à-dire que ça ne dit rien sur la qualité de vie des gens, sur le bonheur, la sécurité ressentie ou des inégalités, hein. Donc c'est un indicateur ni positif ni négatif, hein, c'est de la croissance, bon, de la production, dans une direction inconnue en fait, hein, pas forcément glorieuse. Et nous avions parlé aussi de la définition de la dette, hein. L'État a besoin pour son coût de production, pour son coût de fonctionnement d'argent, il n'en a pas forcément assez, donc il va réclamer sur les marchés financiers en proposant des obligations assimilables du Trésor de financer son fonctionnement. Je vous invite à regarder la vidéo précédente pour bien le comprendre tranquillement. Voilà, on continue. Maintenant, on va essayer de voir le comparer à la dette. C'est-à-dire que parfois, on trouve dans la presse, même très souvent, la dette est par exemple tant de pourcentage du PIB. La dette est beaucoup, c'est 117% du PIB. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais un petit peu mettre les choses au clair là-dessus parce que c'est un peu confus finalement, comme le PIB, ça représente beaucoup de choses. Alors donc on a, je vous dessine par exemple ici la dette. La dette c'est bon par exemple des légumes qu'on doit donner à quelqu'un, hein. Bon je l'ai représenté avec une image de jardin. Et puis donc on l'a par ici on a notre PIB. Alors notre PIB c'est quoi? C'est tout ce qu'on a créé dans le pays, mais c'est aussi les infrastructures, les hôpitaux, tous les routes, etc. Donc le PIB c'est les fruits, la jardinière, les copeaux autour de la jardinière, les salaires du jardinier, etc. Vous voyez? Et là on nous dit la dette est un pourcentage du PIB. Alors moi j'ai pas trop compris, je me dis mais on va pas pouvoir revendre les hôpitaux pour payer la dette. Donc ça veut dire quoi de comparer un PIB à la dette au PIB entier? Je pense que pour rembourser une dette, on va plutôt parler des recettes de la France. Hein, donc qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Je pense que ce sont plutôt les recettes. Alors je marquais là, vous voyez, la jardinière, les copeaux, les salaires de jardiniers ne peuvent pas servir à rembourser la dette, hein, c'est fait quoi, c'est créé mais c'est bloqué dans le pays. Donc, seules les recettes, effectivement, les impôts, hein, seules les recettes de l'État vont permettre de rembourser cette dette. Donc, je voulais un petit peu réécrire cette phrase qu'on entend partout. Bon, on va prendre par exemple un exemple sur 2022. On avait la recette de 1330 milliards. Ok, rentrée d'argent par les impôts, hein, ça c'est de l'argent qui rentre. Et on avait une dette quasiment fin 2022 de 2950 milliards. Donc déjà on se dit tiens on va pas rembourser la dette d'un seul coup, hein, ça c'est certain. Donc on pourrait réécrire la phrase et dire finalement la dette est de 221% des recettes annuelles, ce qui est un petit peu plus logique. Hein, par rapport à voilà, on doit 221% de ce qu'on a gagné dans l'année. Alors donc voilà, mais du coup ces recettes, on peut dire bon, c'est très bien, on va mettre peut-être 2 ans quoi, 2 ans à rembourser si. Mais non, on va pas mettre 2 ans et je vous dis pourquoi. Ces recettes, elles servent à quoi? Eh bien, elles servent, comme je le disais dans les vidéos précédentes, elles servent à faire fonctionner le pays, c'est-à-dire elles fabriquent les recettes de l'État, hein, payent les enseignants, les soins, l'armée, etc. Hein, ça fait fonctionner le pays. Hein, pour rembourser, si on voulait se servir des recettes pour rembourser la dette rapidement, ben, on serait pays arrêté, un pays à l'arrêt. Hein. Donc voilà, ces recettes d'impôts payent le fonctionnement du pays, mais quand même aussi un petit peu de dette, on la rembourse quand même. Alors on avait, je crois en 2022, oui, 40 milliards. Donc on a mis 40 milliards de nos recettes hein, sur les 1330 pour rembourser de la dette. On va préciser un petit peu tout ça.
Et d'ailleurs, c'était même pas assez, hein, c'est pas assez. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que si on se sert de nos 40 milliards tous les ans pour rembourser cette dette de 2950 milliards, et ben, il va falloir 72 années, finalement, 40 milliards par an. Donc il faudrait, en fonctionnant comme en 2022, 72 ans pour rembourser la dette française. Ça montre un petit peu le rapport qui est un petit peu plus réaliste que... C'est pas réaliste, mais voilà, c'est bien la réalité. Alors donc finalement, ces recettes, avec ces dépenses, on va avoir la notion de déficit, hein, c'est-à-dire que la France n'est pas, comme il n'y en avait même pas assez, la France était même en déficit. Voilà, c'est-à-dire que parce qu'elle a dépensé 1454, donc nous avions même un déficit cette année-là. Voilà. Alors donc, si on a déficit, comment on fait pour rembourser la dette, hein? Eh bien, l'État donne uniquement les intérêts. C'est-à-dire que ces 40 milliards, c'était uniquement les intérêts versés aux investisseurs. Hein, ça n'était pas le remboursement total de la dette, bien sûr. Mais alors, quand arrive à l'échéance du prêt, un investisseur, il veut retrouver bien sûr ses intérêts chaque année, mais il veut aussi retrouver son argent à la fin de la période de l'OAT, hein. L'État ne pouvant rembourser la totalité, il va le faire quand même en vendant de nouveaux OAT. C'est-à-dire qu'il va remettre sur le marché des produits achetés par des investisseurs pour retoucher, regagner de l'argent et pouvoir payer les anciens investisseurs. Et du coup, l'État retrouve de l'argent en recréant de la dette. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix que de continuer à créer de la dette, à mettre sur le marché des OAT pour pouvoir fonctionner. Ouais, donc je disais, donc la France et de nombreux pays dans le monde sont obligés d'émettre des OAT pour trouver des acheteurs, des investisseurs, hein, pour rembourser régulièrement la dette. Sinon, ça ne fonctionne plus. Donc, investisseur bredouille, faillite de la France. Et donc par mon petit calcul de 2022, il faudrait 72 ans pour revenir à l'équilibre. Voilà, un petit peu de vocabulaire au passage. Comme on dit, il y a les intérêts de la dette, hein, les 40 milliards dont je parlais, ça s'appelle la charge de la dette. Recréer de la dette pour éviter la faillite, c'est exactement ce qu'on fait chaque année. Ça s'appelle le refinancement ou le roulement de la dette. Voilà, ça c'est des termes qu'on entend à la radio. Budget positif négatif, c'est un budget excédentaire ou un budget déficitaire. Voilà, un petit peu de vocabulaire pour apprendre tranquillement toutes ces notions. Alors donc la France, du coup, continue à fonctionner. Elle reste debout grâce à quoi? Grâce à quoi, finalement, les choses... parce qu'on serait en dette chaque année, la dette augmente. Eh bien, grâce à la confiance des investisseurs, hein. C'est parce qu'on fait confiance à cette France dans sa possibilité de rembourser plus tard. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne finalement, hein, d'année en année. La confiance, elle va être maintenue par quoi? Du coup, par une stabilité politique, hein, dans un pays. Si c'est stable, on se dit, bon, l'année prochaine, ce sera pareil. On devrait pouvoir continuer à être payé de nos investissements en OAT. Le cadre européen, effectivement, on a quand même la Banque Centrale Européenne, hein, qui joue un rôle très important et qui pourrait venir en aide aux pays qui sont vraiment en difficulté. C'est probablement ce qui risque de se passer pour la France. Bien qu'il y a d'autres choses qui sont en train de se créer avec un fonds européen, une sorte d'OAT européen. On verra ça peut-être un peu plus tard si je peux vous l'expliquer. Et alors du coup, tout ça, c'est mesuré par des indices de confiance, des indicateurs. Alors je vais terminer là-dessus pour vous montrer, pour vous donner quelques noms d'indicateurs comme ça d'entreprises qui font ça. Bon, au passage, c'est pareil, on va migrer vers ces notions. Si la France perd la confiance des marchés, les taux d'intérêt augmentent. On va voir ça dans les prochaines vidéos avec la notion d'inflation, taux d'intérêt. Alors, pour ces fameux indicateurs, il existe un système avec des lettres.
Par exemple, le AAA veut dire que c'est une très bonne note. Donnée par des agences, on a comme Standard Poor's, ce sont finalement des bureaux d'études hein, qui étudient toute l'économie et qui vont se mettre à donner des notes au pays pour savoir si on peut avoir confiance ou pas dans l'économie de ces pays. Moody's, voilà, Moody's, et puis Fitch Ratings, voilà, qui existent pour vous familiariser avec ces noms qu'on entend régulièrement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire la dette pour combien de temps, surtout comment ça fonctionne, hein. Elle se recrée constamment pour que ça fonctionne. Alors, Moody's avait classé la France en AA3 et Standard Poor's en A+. Bon, voilà, ce sont des choses qu'on peut découvrir. C'est un indice de confiance. Voilà pour cette petite vidéo sur la dette et son avenir, savoir bien comment c'est construit, comment ça fonctionne, comment on l'étudie. Voilà. Et rendez-vous aux prochaines vidéos. Je pense que je vais travailler sur les taux d'intérêt et l'inflation. Vaste domaine, assez passionnant. Donc je vous dis à très bientôt. Merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Au revoir, à bientôt.